Et bien du coup, on va passer à l'exposé suivant, qui est de l'association Sciences Ouvertes jumelée au lycée Condorcet. Donc c'est encadré par les professeurs François Godel, Sacha Claire, François Parot. Alors peut-être qu'il y a de l'autre côté du lycée Condorcet d'autres encadrants. Tac tac. Antoine Pearson, Diego Daben. Et c'est bon, j'ai tous les noms. Pour le sujet donc qui est hop, le jeu arithmétique. Hop, revoilà tout le monde. Bonjour. Donc je vais vous laisser la main. Hop. Dès que vous êtes prêts, vous pouvez commencer votre exposé. Vous avez 15 minutes. Au bout de 2 minutes, je vous préviens qu'il vous reste 2 minutes. Et après, on enchaînera par 5 minutes de questions. C'est à vous. Ok, c'est bon. Donc, bonjour, nous sommes le lycée Condorcet. Nous allons vous présenter le jeu arithmétique. C'est donc un jeu qui se joue à... C'est un jeu qui se joue à 2, avec une grille comportant des nombres entiers supérieurs ou égaux à 2. Ici, c'est une grille de 6 sur 6, donc des nombres numérotés de 1 à 36. Il faut obligatoirement commencer par un nombre pair, puis le second joueur doit choisir un multiple ou un diviseur de celui-ci, et ainsi de suite. Le jeu se termine lorsqu'un des deux joueurs n'a plus aucune possibilité de jouer. Il perd donc. Donc, on a créé un exemple de jeu pour illustrer le mode de jeu, pour mieux comprendre comment est-ce qu'on y joue, pour que ce soit plus clair. Le joueur A est déterminé par la couleur bleue et le joueur B par la couleur rose. Le joueur A choisit 4, qui est d'ailleurs un nombre pair, donné qu'on commence par un nombre pair. Le joueur B choisit 12, qui est un multiple de 4, car 3 fois 4 égale 12, et dans la table de 4. Le joueur A choisit 24, qui est un multiple de 12, car 12 fois 2 égale 24. Le joueur B choisit 3, qui est un diviseur de 24, car 3 fois 8 égale 24, et ainsi de suite, c'est toujours la même chose. Donc là, c'est 26 qui a été choisi par le joueur A. Le joueur B choisit 1, qui est un diviseur de 26. Alors ici, en fait, on avait deux choix. On avait 13 et 1, mais on a voulu abréger parce que du coup, c'est un exemple. Et pourquoi est-ce qu'on a abrégé par 1 ? On le verra plus tard. Ensuite, le joueur A choisit 31, qui est un multiple de 1. Et donc, le joueur B a perdu parce qu'il n'a plus possibilité de jouer. Il n'y a plus de diviseurs et multiples disponibles parce que les diviseurs de 31 sont juste 1. Donc, nous avons élaboré dans un premier temps quelques stratégies gagnantes simples. Nous savons que jouer 1, c'est perdre. Par exemple, si le joueur A joue 1 et le joueur B joue 19, le joueur A perd puisque 19 est un nombre premier qui n'a donc pour diviseur que 1 et lui-même. En revanche, si le joueur B choisit le chiffre 3, la partie continue puisqu'il est possible de jouer 9 et ainsi de suite. Par conséquent, jouer 1 c'est perdre à condition que l'autre joueur joue un nombre premier supérieur à la moitié du nombre maximal de la grille. Dans notre exemple, le dernier joueur a joué le nombre 31, qui est donc un nombre premier, c'est-à-dire un nombre divisible que par 1 et lui-même, et qui ici est bien supérieur à 18, la moitié de notre grille de 36. Nous avons également remarqué que lorsque l'on joue 5 et que le joueur suivant joue 25, c'est perdre puisque nous sommes obligés de jouer 1. Et comme nous l'avons vu précédemment, jouer 1 est risqué. Je passe la parole au groupe de Bobigny. Oui, du coup, partage d'écran. Hop là. Vous voyez mon écran, c'est bon? Attends un petit peu. Ça arrive, oui. Ah. Ok. C'est bon. Donc, on a voulu représenter autrement le... En mode diapo. Oui, c'est en mode diapo, il faut juste le temps que ça arrive.
Du coup, on a voulu Rémi, représenter en fait, je notre... pense que excuse-moi, tu l'as mis en mode, là sur ton écran, c'est en mode diaporama. Ok. Mais enfin, est-ce que sur ton écran c'est en mode diaporama là? Oui, mais attends, je vais arrêter. C'est pas le cas pour nous. En fait, je pense que c'est parce que tu as partagé uniquement l'application Ouais. PowerPoint. 0. Je vais partager ma fenêtre directement. Ouais. Partager. Ok, c'est bon. Donc là, tout va bien. Oui, c'est bon. Oui, c'est bien entendu. Ok. Donc, on a voulu représenter d'une autre manière ce problème. Donc, on a voulu le représenter sous forme de graphe. Alors, comment on s'y prend pour représenter ce problème sous forme de graphe? Bien, on va partir du fait que chaque valeur, on va le représenter par un point qui va être du coup nommé par sa valeur. Donc, ici, par exemple, nous avons le point 1, nous avons le point 2, le point 4 et le point 3. Et nous allons relier ces points en fonction de s'ils sont multiples ou diviseurs de l'un envers l'autre. Donc, on va relier 1 avec tout le monde, vu que 1 divise tout le monde et multiplie tout le monde aussi. Et nous allons relier 2 et 4 ensemble, car 2 fois 2, 4. Donc, 2 divise 4. Mais on ne va pas relier 4 et 3, car ils n'ont aucun lien multiple à diviseur. Donc, comme on avait pu dire aussi avant, donc prendre 1, c'était perdre. Du coup, on peut aussi simplifier le graphe. On peut retirer le point 1, vu que dès qu'on prend le point 1, on perd. Donc, on peut supprimer le point 1 ainsi que toutes ces liaisons. Et on va aussi supprimer les nombres premiers supérieurs à n sur 2, car ces nombres étaient directement reliés à 1 et que le seul moyen d'atteindre ces nombres-là, c'était de passer par 1. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour augmenter justement la taille d'un graphe? Alors, c'est pas bien compliqué. Il suffit juste de reprendre le graphe à n taille et on va juste rajouter un autre point. Donc, par exemple, dans cet exemple, on va juste rajouter le point 4 et on va le relier avec tous ses multiples ou ses diviseurs sans changer l'ancien graphe qui était 1, 2, 3. Là, à partir d'un certain nombre de points, comme ici avec n égale 50, on peut voir que justement on ne peut plus rien voir avec cette représentation en graphique, car là il y a bien trop de nombres et de liens entre multiples et diviseurs. Du coup, on doit passer à une nouvelle représentation qui est la représentation matricielle. Avec les matrices, lorsque deux nombres sont multiples ou diviseurs entre eux, leur case comporte un 1. Sinon, leur case comporte un 0. On peut le voir sur la première rangée et entre 1 et 2, 1 et 3, 1 et 4, car 1 est un multiple de tous les nombres, ou alors pour la case 2, 4, car 2 et 4 sont multiples et diviseurs entre eux. On peut remarquer que la diagonale du centre, passant par 1, 1, est uniquement composée de 0. Car on ne peut pas passer plusieurs fois par la même case dans le jeu. Voilà. Là, pour agrandir une matrice, c'est comme pour la représentation graphique, il suffit simplement de rajouter une nouvelle rangée et une nouvelle colonne, car il n'y a pas besoin de changer la matrice n. On peut remarquer plusieurs choses. Premièrement, on remarque que la diagonale partant de 1, 1, donc la diagonale de 0, elle forme un axe de symétrie. De plus, on remarque que ces deux lignes sont identiques, alors elles sont équivalentes, ce qui est le cas des nombres premiers qui n'ont pas de multiples. Et ensuite, on va vous parler de quelques pistes non fructueuses auxquelles on n'a pas réussi à mener jusqu'au bout. Donc déjà, on avait l'anime addition. Alors, l'anime addition se base principalement sur la matrice. Donc, on avait cherché à savoir si on pouvait faire une anime addition de la matrice et si avec le nombre qu'on obtenait, on pouvait savoir qui gagnait et qui perdait. Alors, qu'est-ce qu'une anime addition? Alors, l'anime addition,
c'est l'addition en base de 2, donc avec que des 1 et des 0 et sans retenue. Si on prend par exemple l'exemple donné, avec le graphe à 3 points, on voit que 1 plus 0, ça donne 1. Et que par exemple, 0 plus 1 donne 0. Car 1 plus 1 ne vaut pas 2 vu qu'on a seulement que 1 ou 0. Et comme on ne fait pas de retenue, on met directement un 0. Et si on regarde sur la matrice du graphe à 4 points, qui n'est pas du tout représentatif de la réalité, on a une matrice, on a une ligne addition qui, par exemple, 1 plus 1 plus 1 vaut 1, car 1 plus 1 vaut 0, mais plus 1 vaut 1. On avait essayé du coup de savoir si si un nombre pair de 1 ou un nombre pair de 0 pouvait nous dire si le joueur 1 gagnait ou le joueur 2 gagnait. On s'était trouvé un contre-exemple, sauf que le contre-exemple, au final, on avait trouvé qu'il ne marchait pas. Et au final, une piste qu'on a arrêtée pourrait s'avérer être vraie. Hop là. Je pense qu'on va laisser la parole aux autres groupes. Donc, on va remettre notre diaporama. Donc, nous, on s'est beaucoup inspiré de l'idée de la matrice de Rémi et Amine. D'ailleurs, on vous remercie beaucoup. Du coup, on a eu l'idée de prendre la matrice, mais de la mettre en représentation visuelle. Donc, les 1 sont remplacés par des petits carrés noirs et les 0 ne sont pas remplis. Donc là, j'ai fait ce dessin donc, sur 36 sur 36. On peut voir qu'il y a une symétrie sur l'axe des zéros. Donc, c'est la même chose en haut qu'en bas. On peut voir aussi 2 grandes lignes qui séparent le vide qui est au milieu. C'est la ligne des doubles. Les lignes sont les doubles des colonnes et les colonnes sont la ligne des doubles selon la ligne qu'on prend. Et on peut voir aussi une autre ligne qui se formait juste au-dessus, qui est cette fois-ci la ligne des triples et des tiers. Ensuite, Siva a un peu avancé. Allô? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Okay. Oui, c'est bon. Okay, du coup, en fait, on voulait avoir une image beaucoup plus large, car en fait, on a vu qu'à l'écrit, on était très limité. Donc, tout d'abord, on a essayé de modéliser avec Python, mais on s'est vite rendu compte que ce n'était pas très pratique. Donc, on est passé sur un tableur. Du coup, en fait, les cases rouges, c'est quand en fait la ligne est égale à la colonne, parce qu'en fait ici à la ligne on a des nombres, à la colonne aussi, et du coup quand en fait les nombres de la ligne sont égales au nombre de la colonne, en fait on a mis la couleur rouge. Et puis la case noire, c'est quand la ligne est multiple de la colonne. Par exemple, ici, on peut le voir à 36. Et 36, ici, en fait, c'est multiple. Du coup, c'est case noire. Et puis les cases blanches, c'est tout le reste. Du coup, en fait, ici, on peut voir à travers ça qu'on confirme ce qu'on a vu à l'écrit, c'est-à-dire les lignes de double, ici, de triple et de quadruple, et etc. On voit aussi qu'il y a une zone ordonnée ici, et puis une zone plutôt désordonnée. On voit mieux sur ça. Mais du coup, on peut aussi remarquer que même si en fait la zone semble être désordonnée, on peut apercevoir qu'il y a des motifs qui se répètent, notamment une vague, ainsi des sortes de pics. Ça, on peut les voir par là. Du coup, en fait, on voit qu'il y a une vague ainsi que des pics qui se répètent de plus en plus, même si en fait c'est plutôt désordonné dans l'ensemble. Du coup, après, ce qu'on a fait, c'est que, attendez, il faut que je change. Voilà. Du coup, ça c'est la modélisation sur Excel. Ce qui s'est passé, c'est que on a enlevé toute cette partie parce que ça prenait trop longtemps pour calculer. Du coup, nos PC sont pas assez puissants. Et si vous voyez, si je l'avance, on peut voir l'effet de vague qui se crée. Voilà. Enfin, je ne sais pas si vous le voyez bien mais voilà.
Du coup, bam, on a un très bel effet de vague qui se crée. Voilà. Et puis après, on a essayé de partir un peu plus loin dans notre raisonnement, notamment en mettant en évidence expérimentalement la raréfaction des nombres premiers, parce qu'on peut voir ici en fait chaque. Du coup, attendez, je vais le faire revenir au début. Du coup, ici, chaque ligne rouge, parce qu'ici en fait on a des nombres et chaque ligne rouge correspond à des nombres premiers. Et du coup, on l'a modélisé sur un très grand nombre et on peut voir que plus on avance, plus il y a une raréfaction des nombres premiers, puisque les nombres deviennent de plus en plus grands, malgré le fait qu'il y en ait quand même beaucoup. Voilà. Et puis, c'est tout. Voilà, merci. Du coup, je passe la parole à Sarah. Je passe sur la diapo. Pardon, il vous reste 1 minute. Oui, attendez. Voilà. Allô? Ok. Alors, pour en conclure, nous avons expérimenté plusieurs approches, malheureusement non achevées à cause du manque de temps, mais aussi parce qu'on a remarqué que ça nous menait nulle part. On a étudié des approches plus concrètes, comme le fait de viser les nombres premiers supérieurs à 18, que jouer 1 c'est perdu, ou comme le graphe des multiples et des diviseurs. C'est de là qu'on est parti, vers le plus abstrait avec les matrices, etc. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup à vous pour votre présentation. Très bien. Merci à vous pour votre présentation. Je l'ai trouvée très intéressante. On va passer donc aux questions. Tac. En tout cas, on voit que vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Vous avez développé pas mal de choses, que ce soit des programmes pour retrouver les nombres premiers, pour afficher les liaisons entre les différents nombres. Je vois que le lycée Carnot a une question à poser, donc on va leur donner la parole. Enfin, vous pouvez activer votre micro. Bonjour. Oui, je voulais savoir, donc, si vous avez cherché à trouver aussi un nombre de jeux limites pour les joueurs, excepté donc ceux qui sont déjà définis par le fait qu'on exclut 1 et tous les nombres premiers qui sont supérieurs au nombre divisé par 2 ou nombre de cases qu'on a. Excusez-moi, est-ce que c'est possible de répéter la question? Pardon. Je voulais savoir si vous avez essayé de trouver pour une case avec n gris le nombre de jeux limites que vous pouvez faire, excepté donc déjà le nombre de cases qu'on a et lesquelles on exclut donc 1 et tous les nombres premiers qui sont supérieurs à n divisé par 2. Alors, oui, en fait, oui, on a compris, mais on n'a pas du tout essayé de faire ça. Oui, parce que nous, on s'est surtout concentré sur les matrices, comme vous l'avez vu, ce qu'on a montré, et aussi de montrer la raréfaction des nombres premiers, mais c'est tout. On n'a pas essayé de chercher plus loin dans ce que vous dites. Okay. Alors, je vais vous poser aussi. Alors, moi, j'ai quelques questions. Alors, alors, si c'est possible de revenir sur une des diapos, ou alors c'était peut-être un Excel, pardon, où vous montriez les graphes, donc la matrice avec les cases noires et blanches, celle où vous alliez explorer assez loin. Est-ce que ce que vous appelez les vagues, c'est les sortes de triangles que l'on voit se créer Alors non, c'était celui-là, l'Excel avec les cases noires. On voit des sortes de triangles se créer et des lignes apparaître. Voilà. Là, ici, on voit des lignes apparaître verticalement et sur les côtés. Est-ce que vous avez exploré ce point-là? Est-ce que c'est ça que vous appeliez des vagues ou c'était autre chose? Oui, du coup, en fait, on a compris à partir de là, parce qu'en fait, c'était les nombres qui avaient le plus gros, qui avaient beaucoup de multiples, en fait, et qui, en fait, avaient, du coup, ce sorte de hutte où il y avait beaucoup de cases noires. Allô? Vous avez entendu? Oui, merci beaucoup. J'ai entendu, très bien.
Je crois qu'il y a peut-être une question dans le chat. Non, c'est Monsieur de Cavel ou Madame de Cavel qui vous dit donc bravo pour la présentation. Effectivement, on peut vous féliciter pour le travail que vous avez fait. Merci, Et le merci travail de beaucoup. présentation. Merci. Ah, quelqu'un a levé la main rapidement. À nouveau le lycée Carnot. Oui. Alors, bonjour. C'était très intéressant comme présentation. J'ai pas bien compris. Est-ce que les additions de Nîmes, enfin j'ai bien compris les additions de Nîmes, mais j'ai pas bien compris du coup à quoi elles servaient pour le problème. La représentation de Nîmes, c'était. On essayait de voir si, avec le nombre qu'on a obtenu des matrices, si on pouvait savoir qui gagnait ou qui perdait. Si le résultat si le résultat de l'addition en binaire, ça tranchait, ça pouvait indiquer qui gagnait, si le premier joueur gagnait ou s'il perdait. Mais là, on n'a pas pu beaucoup avancer sur cette piste. D'accord, merci. Je vais vous poser encore une. Alors pour moi, ce sera ma dernière question. Du coup, par rapport au jeu initialement défini, est-ce que pour le joueur 1, il y a une stratégie qui sera toujours gagnante sur certaines grilles? Ou il n'y a pas apparemment de stratégie gagnante pour le joueur 1? Donc, ma question, donc, c'est stratégie gagnante ou pas? Alors, on avait vu sur plusieurs graphes, du coup, vu qu'on avait utilisé les graphes pendant un moment, qu'en fait, il y avait certains graphes, comme le graphe à 4 points, où là, le joueur 2 gagnait forcément, peu importe ce que se faisait le joueur 1, et peu importe comment était le graphe. Et du coup, le premier joueur n'a pas forcément un coup gagnant par rapport au deuxième joueur sur tout graphe. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour vos réponses, pour votre présentation.